Bonjour, je me présente, je m'appelle Mélanie Dubreuil et je suis présidente de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec. La récente publication des recommandations intérimaires concernant les procédures à implanter pour la réouverture des cliniques dentaires a retenu notre attention. Ce document a été élaboré conjointement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'Institut national de santé publique du Québec et les autres professionnels du domaine dentaire. Ces protocoles vous indiquent précisément comment aménager et exploiter vos cliniques de manière sécuritaire et à respecter les nouvelles normes des autorités de la santé publique. Si vous avez des questions sur ces documents, vous pouvez contacter les ordres professionnels concernés dont la mission est de protéger le public. De notre côté, puisque notre rôle consiste à défendre nos membres et à les informer sur leurs droits, nous avons décidé, face à la mise en œuvre du déconfinement et à la relance des opérations, de nous joindre à l'Association des assistants dentaires du Québec. Ce projet de communication a pour but de vous informer, nos membres, sur un retour au travail en clinique en toute sécurité et de faire en sorte que les messages transmis soient harmonisés. Notez que les informations partagées proviennent du site web de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST. Celle-ci joue un rôle de premier plan en matière de prévention dans le contexte actuel et travaille au quotidien avec l'équipe de la Direction de santé publique. Une version anglophone est disponible également sur leur site web. Nous vous invitons à vous tenir informés des mises à jour régulières de ces informations. De plus, les experts de la CNESST consacrent leurs efforts à la production d'outils en lien avec la reprise des activités pour le milieu dentaire. Dans un premier temps, nous vous présentons cette capsule informative d'une quinzaine de minutes qui est un résumé des informations disponibles actuellement, en date du 15 mai, séparées en 4 volets, soit les normes du travail, la santé et la sécurité du travail et l'admissibilité, le droit aux indemnités. Le volet de programme maternité sans danger sera traité dans une prochaine publication. Le but de cette capsule aujourd'hui est de répondre aux questions que vous pourriez avoir et vous donner quelques exemples concrets dans notre milieu de travail. Comme il y aura des mises à jour régulières de ces normes, ce vidéo est à titre informatif et il ne fait pas force de loi. Nous souhaitons que cette diffusion pourra vous éclairer sur certains aspects des droits et obligations, tant pour les travailleurs que les employeurs. Je vais passer la parole à Cynthia Wilcott, vice-présidente de la Fédération des hygiénistes dentaires, qui va intervenir avec moi pour cette capsule. Bonjour à tous. Alors, je poserai des questions sélectionnées par notre équipe à Mélanie pour créer un échange et faciliter l'écoute de cette capsule. Débutons avec le contenu, le volet des normes du travail. Est-ce que j'ai droit à des congés de maladie? Oui, vous pouvez vous absenter de votre travail sans salaire en raison d'une maladie ou d'un accident après 3 mois de service continu. Vous avez 2 jours de congés payés au cours d'une même année et le total des absences ne doit pas excéder 26 semaines pour une période de 12 mois. Est-ce que mon employeur peut diminuer le salaire du personnel en période de pandémie? Ça peut en surprendre certains, mais oui. Un employeur peut décider de diminuer le salaire pour des raisons économiques qui sont liées à la rentabilité de son entreprise et au bon fonctionnement des affaires. Il pourrait prendre cette décision car c'est son droit de gestion ou de gérance. Mais il faut faire attention car il faut que ce soit exercé de façon objective, équitable et juste. Il ne faut pas que cela vise seulement une personne. La loi prévoit 10 jours par année pour remplir des obligations parentales. Dans le contexte de pandémie actuelle, dans quelle situation cela s'applique? On parle ici d'obligations liées à la garde, à la santé ou à l'éducation de votre enfant ou de l'enfant de votre conjoint ou en raison de l'état de santé d'un parent. Par exemple, si un membre de votre famille est atteint de la COVID-19 et que, comme travailleur, vous devez prendre congé pour prendre soin de lui, cela peut s'appliquer, ou encore si un travailleur décide de garder son enfant à la maison ou qu'il n'a pas de place en garderie. Dans tous les cas, vous devez aviser votre employeur de votre absence le plus tôt possible et prendre des moyens raisonnables à votre disposition pour limiter la prise du congé et sa durée. Rappelons que sur les 10 jours prévus par la loi, seuls les 2 premiers peuvent être rémunérés. Les 8 autres sont sans rémunération et le congé de 10 journées par année peut être fractionné en jours pris à divers moments au cours de l'année. Si les écoles et les garderies sont fermées plus que 10 jours, ça veut donc dire que je ne serai pas payée pendant toute la durée de cette fermeture?
Si l'employé ne travaille pas, l'employeur n'est pas obligé de le rémunérer. Il y a d'autres programmes d'aide financière du gouvernement qui pourraient être possiblement accessibles pour vous, comme la prestation canadienne d'urgence. Est-ce que je peux être congédiée si je refuse de faire des heures supplémentaires parce que je dois m'occuper d'un parent malade, par exemple? Non, vous ne pouvez pas être congédié. Il est interdit à un employeur de vous congédier pour ce motif, dans la mesure où vous avez pris les moyens raisonnables à votre disposition pour assumer autrement vos obligations familiales. Vous avez le droit de refuser de travailler des heures supplémentaires si votre présence est requise auprès de vos proches. Donc, les travailleurs qui seraient congédiés sans cause juste et suffisante pourraient déposer une plainte pour pratique interdite. Cela va sans dire que nous encourageons les équipes à être conciliantes dans la situation. Je pense que c'est à propos de mentionner qu'il faut être vigilant face à des possibles irrégularités qui pourraient survenir au niveau de la réorganisation du travail. C'est évident qu'il va y avoir des ajustements à faire pour respecter les règles sanitaires, pour respecter la distanciation du 2 mètres et possiblement décaler les heures de repas. Mais c'est important que ces changements demandés soient justes et équitables pour tous. Est-ce qu'un employeur doit rémunérer son employé s'il lui demande de retourner à la maison pour isolement obligatoire? Non, lorsque nous ne sommes pas au travail, l'employeur n'a pas l'obligation de nous rémunérer. Il peut conclure une entente avec nous sur une prestation monétaire qui pourrait être une prestation de travail qui lui sera fournie ultérieurement. Mais des aides gouvernementales pourraient s'appliquer dans cette situation-là, telle que le chômage maladie. Est-ce qu'un employeur ayant mis à pied des personnes salariées doit leur donner un avis ou leur verser une indemnité de départ? Et si oui, combien cela représenterait-il? Dans un contexte normal, l'employeur doit fournir un avis. Par contre, dans le contexte actuel, l'état d'urgence sanitaire que vit le Québec, ça pourrait être considéré comme un cas de force majeure. Donc, l'employeur ne sera pas tenu de donner un avis de cessation d'emploi ni de verser l'indemnité compensatoire dans le cas que votre clinique a dû cesser leurs activités en raison du décret du 13 mars et procéder à des mises en pied sans préavis. Est-ce que mon employeur peut utiliser mes vacances ou mes 2 journées de maladie payées permises par la loi contre mon gré? Un employeur ne peut pas vous obliger à prendre vos vacances annuelles contre votre gré. Comme employé, vous avez le droit d'être informé au moins 4 semaines à l'avance de la date de vos vacances. Et en ce qui concerne les conciliations travail-famille, il ne peut pas vous obliger de les prendre car cela irait à l'encontre de cette loi. Est-ce que la loi sur les normes du travail offre une protection à une personne rappelée au travail mais qui déciderait de ne pas y retourner? Donc, dans l'application des procédures en clinique dentaire en situation de pandémie COVID-19 permettra de rendre le milieu de travail sécuritaire pour tous les travailleurs. Pour répondre directement à la question, la loi ne prévoit pas de congé pour une personne qui souhaite s'absenter du travail par crainte de la COVID-19. Une personne salariée ne peut pas se placer en isolement volontaire si elle ne présente pas de symptômes. Toutefois, si votre refus de retourner au travail est motivé par un manque d'équipement de protection personnelle recommandé ou des manquements dans l'application des normes sanitaires, premièrement, on vous invite à adresser cette situation en équipe pour rectifier le problème. Deuxièmement, si ça ne se règle pas, des recours sont possibles auprès des différentes instances, toujours dans le but de rendre le milieu sécuritaire avec des normes bien appliquées. Ces normes vont être mises à jour par le ministère de la Santé tout au long des découvertes scientifiques faites sur le virus. C'est donc votre devoir de rester bien informé sur les normes en vigueur lors de votre retour. Passons maintenant au volet santé et sécurité du travail. Première question, est-ce qu'un employé peut refuser de travailler s'il pense qu'il peut être contaminé ou porteur de la COVID-19? Oui, en fait, c'est une obligation. Quelqu'un qui présenterait des symptômes de la COVID-19 doit rester chez lui. Il ne doit pas aller au travail et contacter les autorités de santé publique pour l'informer de la situation et obtenir des conseils sur les mesures à prendre pour sa santé. Le travailleur qui ressent des symptômes devrait communiquer avec son employeur pour l'en informer. Dans le guide de procédures en clinique dentaire en situation de pandémie, il est conseillé de tenir un registre de monitorage des travailleurs à chaque jour de travail avec des prises de température régulières et l'évaluation des symptômes connus.
Selon la santé et sécurité, l'employeur doit exiger de son travailleur qu'il demeure chez lui s'il juge qu'il y a un risque. Et la loi sur les normes du travail prévoit que si vous présentez des symptômes et que votre employeur vous congédie, vous pourriez déposer une plainte si votre service continu à l'entreprise est d'au moins 2 ans. Est-ce que la loi sur la santé et sécurité du travail offre une protection à un travailleur qui a une condition personnelle à risque de complications s'il attrapait la COVID-19, par exemple? L'INSPQ a dressé la liste des maladies à considérer pour la protection des travailleurs. Les travailleurs ciblés sont ceux qui présentent certaines maladies chroniques non contrôlées ou compliquées et donc qui nécessitent des suivis réguliers ou des soins hospitaliers. Cette liste de maladies à risque de complications de la COVID-19 est tirée des recommandations intérimaires publiées par l'INSPQ et le lien est disponible sur le site web de la CNESST. Il est toutefois important de savoir que chaque cas est différent et doit être analysé. Le refus ne doit pas être fondé sur la condition externe du milieu de travail. Par exemple, la condition personnelle d'un travailleur ne peut à elle seule justifier un droit de refus. Les dangers doivent provenir des conditions de travail directes, donc soit les lieux, l'aménagement des lieux, l'équipement, les méthodes de travail, etc. Donc, l'application des procédures en clinique dentaire en situation de pandémie permettra de rendre le milieu de travail sécuritaire. Et pour ceux qui ont des conditions personnelles à risque de complications de la COVID-19, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, une personne diabétique qui ne peut pas prendre de pause pour manger à cause de l'aménagement du temps de travail. S'il y a trop de patients, il n'y a pas de pause entre les patients, il y a de l'équipement personnel qu'il doit porter qui ne lui permet pas de manger une bouchée, ça provient directement des conditions d'exercice du travail que ça peut mettre sa santé en danger. Toutefois, un aménagement du temps de travail pour donner des pauses au moment approprié pourrait rendre le travail sécuritaire pour le travailleur. Un autre exemple, c'est une personne qui a des troubles pulmonaires chroniques graves, mal contrôlés, qui porterait un type de masque qui nuit à sa respiration, pourrait mettre sa santé en danger. Occasionner une crise d'asthme qui nécessiterait d'enlever l'équipement de protection qui pourrait le mettre à risque là, dans une salle qui pourrait être contaminée. Donc, si aucun accommodement n'est possible, l'employé pourrait exercer un droit de refus selon certaines conditions décrites sur le site de la CNESST. En matière de normes du travail, l'employeur est invité à faire preuve de flexibilité et d'accommodement à l'égard des personnes qui ne peuvent reprendre le travail. Plusieurs options peuvent être envisagées afin de garder un lien d'emploi avec elles et l'employeur est encouragé à en discuter avec son personnel et à conclure une entente individuelle adaptée à chacun. Est-ce que la loi sur la santé et sécurité du travail offre une protection à un travailleur dont le conjoint ou une personne à charge serait porteur d'une condition à risque de complication de la COVID-19? Ce motif ne peut pas motiver un droit de refus parce qu'il est lié aux conditions d'exécution. Il n'est pas lié aux conditions d'exécution du travail, c'est-à-dire qu'il est plutôt lié à une condition médicale d'un tiers. Donc, ce n'est pas un critère admissible pour un refus de travail. Quel est le délai pour le retour au travail d'une personne qui a eu la COVID-19? La Direction de santé publique autorise la levée de l'isolement lorsque tous les critères suivants sont satisfaits. Une période d'au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie dans sa phase aiguë, une absence de symptômes depuis plus de 24 heures et une absence de fièvre depuis 48 heures. Passons maintenant au volet admissibilité et droit aux indemnités. J'ai 2 questions pour toi, Mélanie. Un travailleur qui aurait contracté la COVID-19 par une exposition dans son milieu de travail, est-ce qu'il va être indemnisé? Oui, les travailleurs atteints de la COVID-19 qui auraient été infectés par le fait ou à l'occasion de leur travail pourraient avoir droit aux prestations de services habituels offerts par la loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Le travailleur doit remplir le formulaire de réclamation du travailleur et le faire parvenir à la CNESST. Et à la suite de l'acceptation de la réclamation, le travailleur pourrait réclamer notamment le remboursement des frais d'assistance médicale comme les médicaments, des frais de déplacement et de séjour. Et la contamination indirecte est-elle indemnisable? Par exemple, un membre de ma famille immédiate serait atteint. Non, seul le travailleur qui contracte la maladie à cause de son travail pourrait être indemnisé. Donc, ceci conclut notre première capsule. Merci beaucoup pour votre écoute.
Nous vous rappelons que le site de la CNESST est mis à jour régulièrement et nous vous invitons à le consulter. Notre prochaine capsule résumée concernera le programme de maternité sans danger. Communiquez avec votre association respective pour toute question concernant les normes, la santé et sécurité entourant le retour au travail en clinique. Je remercie l'Association des assistants dentaires du Québec pour leur participation dans cette capsule, particulièrement Mme Tammy Thompson, directrice provinciale de l'AADQ. Bonne journée à tous.